Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Et si le vrai creuset du centre du monde se trouvait en plein cœur de l'Asie? Peter Frankopan renverse le récit traditionnel de notre histoire qui gravite traditionnellement autour de la Grèce antique, de Rome et de l'ascension de l'Europe. Dans Les routes de la soie aux éditions Nevicata, l'historien et professeur d'histoire byzantine à l'université d'Oxford tourne son regard vers l'est du globe, des rives orientales de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire et à l'Himalaya. Bonsoir Peter Frankopan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre livre est devenu un best-seller mondial lors de sa sortie l'an dernier en anglais, déjà 250 000 ventes en anglais. On vous souhaite le même succès en langue française. Avec nous également Slimane Zeguido, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Et bonsoir. À tout à l'heure, vous aurez deux questions à poser à Peter Frankopan. Peter Frankopan, vous commencez ce livre ainsi. Enfant, l'un de mes biens les plus chers était une carte du monde. Et vous expliquez qu'à l'adolescence, vous ressentiez un malaise lors de vos cours de géographie. Quel était donc ce malaise ? Le malaise, c'est pas seulement géographique, c'est aussi historique. Donc, à la classe, les lectures, c'était toujours un sujet de la France, de l'Angleterre, de l'espagnol, de l'Espagne et de l'Europe de l'Ouest. Et j'entendais rien à sujet de la Russie, de le Moyen-Orient, de la Chine, voilà. Et je suis enfant de la guerre froide. Et quand je regardais les nouvelles, chaque soir, c'était à sujet de la révolution iranienne, les problèmes au Moyen-Orient, la génocide en Cambodge et en Vietnam. Toutes les choses qui se passaient, qui étaient importantes, se passaient tous en Asie. Et quand je revenais chez moi, après avoir entendu le nom d'Alexandre le Grand, je me suis demandé pourquoi Alexandre le Grand, lui, le plus grand conquérant du monde, avec Genghis Khan peut-être, il n'avait rien à voir avec l'Europe. Pour lui, ce qui l'intéressait, c'était l'Asie. C'était le cœur du monde. Et la sophistication, la richesse des sciences, des biens, de la philosophie, de l'art, existait au cœur du monde, soit au milieu de l'Asie, unis par les routes de soie, on les appelle, mais qui transmettaient et la soie et les tissus, mais aussi les maladies, la technologie, la philosophie, les religions. Et l'Europe est vraiment assez nouveau dans l'histoire. Le centre du monde n'a pas toujours été ici chez nous. Alors d'Alexandre le Grand, vous l'avez dit, à nos jours, de l'Europe à l'Extrême-Orient, votre livre est un récit captivant de 2000 ans d'histoire. Vous insistez notamment sur le fait donc que, depuis l'origine des temps, le centre de l'Asie fut le lieu de création même des empires. Vous parlez de Babylone, vous parlez de Bagdad, vous parlez d'Alep. Et on peut en ajouter. Donc, c'est là où vraiment la France est née. Parce que la France est faite à ce sujet de les croisades, la chevalerie, le concept de service aux dieux militaires. Toutes les idées que nous avons en Europe, même la Génove, la Pise, la Venise, ils ont tous réussi à cause des liens avec les Moyen-Orient, avec les routes de la soie et les échanges commerciaux avec la partie d'Asie qui possède la richesse qu'on veut, les épices, la monnaie, l'or, l'argent dont on n'a pas en Europe et toutes les commodités qu'il en faut. Aujourd'hui, on peut parler du pétrole ou même des rare earths, l'uranium et voilà. Les minerais. Les minerais comme le beryllium qu'il en faut pour les iPhones. Tous existent dans ces parties du monde, et pas en Europe. Mais Europe, on dit que les vainqueurs écrivent l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a fait de la Méditerranée le centre du monde. Voilà, mais c'est pas la mer. C'est seulement depuis, disons, la traversée de l'Atlantique de Christophe Colomb et à la même fois l'expédition de Vasco da Gama qui a ouvert les routes maritimes en Asie. Mais l'Europe, avant en 1500, était périphérique à l'histoire des religions. Jésus-Christ n'est pas né en Europe. Même le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les langues sont nées en Asie. Et la conception que nous avons aujourd'hui, c'est pas que c'est pas correct parce que nous avons de beauté ici qu'il faut célébrer, mais le contexte d'où c'est venu,
comment la France est née, l'Europe de l'Ouest. C'est tout lié entre cette grande histoire. Et quand on apprend que l'histoire de Napoléon, d'Henri VIII, les vedettes de l'histoire qu'on connaît déjà, on ignore les achèvements, les accomplissements, la sophistication, les arts, les sciences de ceux qui ont été faits par les autres gens, dont les Chinois, les Indiens, les Pakistanais. C'est quoi la conséquence de tout cela, de cette mépris, si l'on peut dire, historique? L'ignorance mène à l'intolérance. L'ignorance mène à les interventions militaires qui cassent le monde. L'ignorance, comme dans les relations personnelles, l'ignorance donne à la mécompréhension. Et quand on ne donne pas le respect aux autres, on ne peut pas le recevoir. Et dans le monde actuel des routes de la soie, où habitent en fait 70% de la population du monde, entre Istanbul plus ou moins et Shanghai, quand il y a des gens qui ne savent rien des histoires lointaines, récentes, qui ne savent rien des sciences, qui ne savent rien de la littérature, de culture, même au point de vue d'histoire politique, militaire, économique, ça me dit que nous regardons notre réflexion dans le miroir et nous nous célébrons. Et à mon égard, c'est dangereux. Alors, il y a des dirigeants dans ce monde qui ne restent pas passifs face à cela, qui ont décidé d'agir. On parle beaucoup dans l'actualité des fameux BRICS, Brésil, Inde, Afrique du Sud notamment et Chine, pour ne citer que. En 2013, il y a 4 ans, le président chinois Xi Jinping a lancé les routes de la soie. Voilà. C'est le titre de votre livre, des routes qui doivent relier par terre et mer la Chine au Proche-Orient, mais aussi l'Afrique, l'Europe, en passant par l'Asie centrale, par exemple le Kazakhstan. En quoi consiste ce projet, baptisé au départ One Belt, One Road, une ceinture, une route? C'est-à-dire de reconstruire, d'investir dans l'infrastructure pour la communication, pour les échanges commerciaux, digital, les nouvelles tracks pour les trains, voilà. Et ce que nous voyons ici en Europe, c'est que l'Europe est enflammée. On voit la Catalogne, on voit l'Espagne, on voit le Brexit. Même ici en France, il y a des problèmes structurels entre la démocratie, l'expérience des problèmes. Mais dans beaucoup de l'autre partie du monde, on ne discute que la collaboration. On discute comment est-ce qu'on peut approfondir le respect pour soi-même et de construire les ponts entre les pays, entre les cultures. Et c'est pas facile, comme tout le monde le sait. Une belle relation avec sa femme, sa mère, son père, il faut du temps, il faut de la patience. Mais ici en Europe, dans l'histoire, nous montre aussi que l'histoire de l'Europe est très très fragile. Nous battons beaucoup en Europe. Entre 1350 et 1950, il n'y avait pas 10 ans où il n'y avait pas une grande guerre entre les pouvoirs européens. Et enfin, en Asie, du passé et du présent, il me paraît que les liens sont beaucoup plus souples. Vous dites d'ailleurs que l'Europe de la fin du 19e et du début du 21e, c'est-à-dire de notre siècle, est en train de vivre une sorte de désastre. L'Europe et les États-Unis. Dans un contexte, si on regarde la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale avec la génocide, on voit ce que nous avons fait. Nous avons tout perdu les empires. C'est pas seulement de mauvaises nouvelles que la colonisation et l'esclavage sont disparus. Mais de même, Europe, qui dominait le monde, maintenant devient de plus en plus, qui me rassemble comme le passé, où c'était une partie d'un monde connecté, globalisé, mais que nous sommes des consommateurs, on consomme ici. On ne crée pas autant de choses, mais les choses qu'on célèbre maintenant, la tolérance, les sciences, sont capables de se bouger. Donc, il y a 1000 ans, si nous faisions cette émission, nous ne serions pas à Paris. Nous serions à Bokhara, soit au Samarkand, soit à Bagdad. Et le centre du monde toujours va bouger à cause des rythmes de violence, de pouvoir, de la richesse. Mais à ce point, les routes de la soie, pour comprendre le présent, il faut comprendre l'histoire. C'est mon emploi de l'expliquer. Voilà. Peter, vous nous racontez avec une érudition superbe, on ne s'ennuie jamais, comment, il y a 2000 ans, les Carthaginois portaient des soieries importées de Chine, comment les Iraniens avaient des poteries provençales et comment les Romains relevaient leurs plats avec des épices indiennes. Et que tous ces échanges est-ouest et vice-versa se faisaient à travers cet immense carrefour que vous célébrez avec beaucoup de talent, je trouve, qui est l'Asie centrale et le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Alors, ma question, c'est qu'il y a un siècle, un autre Britannique,
Halford, John Mackinder, qui est le père de la géopolitique moderne, avait conceptualisé l'idée que cette région était le cœur du monde. La différence avec vous, c'est que lui, il en tire une conséquence purement stratégique. Voilà. Et du coup, les Britanniques et à leur suite, les Américains ont surmilitarisé cette région. Résultat, on a l'Afghanistan, l'Irak, etc. Mais vous, vous réhabilitez la même région, vous la considérez comme lui, c'est le cœur du monde. Mais est-ce que c'est une réaction à cette fausse célébration de l'Asie centrale et du Moyen-Orient? Ou est-ce que vous rétablissez l'histoire tout court? C'est une belle question. Je pense ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas moi qui a découvert le grand secret du monde, ni Mackinder non plus. Donc si vous aviez ici un ancien grec, un ancien romain, un ancien chinois, eux, ils pouvaient dire que ce qui était important, c'était de soit maîtriser le centre du monde, c'est là où tous les empires ont été faits, soit de comprendre ce qu'il allait nous offrir, soit par commerce, soit par environnement, soit par idée, soit par langue. Même ici en France, on parle une langue indo-européenne. On décrit toutes les langues européennes avec une essence qui n'est pas européenne. Les liens, tout le monde le sait depuis le début du temps. Et à mon égard, je ne réagis plus que je peux. Je ne suis pas psychiatre, donc je ne sais pas comment m'analyser moi-même. Mais il me paraît, si on suit l'évidence, c'est où ce qui était important, c'est d'où venaient les religions, d'où venaient les langues. D'où venait le pétrole et les grandes concurrences entre les pouvoirs, soit européens, mais soit ça, Peter globaux. Frankopan, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites ce livre pour le rappeler au lecteur? Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur tire de votre livre, une fois qu'on a dit effectivement que les religions monothéistes, le bouddhisme, mais aussi que le commerce a fleuri dans cette région du monde? On sait tout, que le monde est en train de changer. Et pour comprendre pourquoi il change et comment il va changer, c'est nécessaire de consulter l'histoire parce que l'histoire offre pas seulement les leçons dont on peut apprendre, mais ça commence avec l'évidence. Normalement, quand on conceptualise le monde, on mène par les émotions. Nous regardons de gens différents de nous et nous prenons des conclusions qui sont peut-être tort, peut-être correctes. Mais il faut utiliser la tête. Et à ce point où nous sommes très très fragiles, pas seulement en Europe, mais parmi tout le monde, il faut que ceux qui ont la voix d'être écoutés, comme je suis ici chez vous, avec grand plaisir, c'est de tenir l'esprit ouvert. Et c'est difficile de le faire parce que nous avons bien compris l'histoire de Napoléon, de tous les vedettes. C'est l'heure de apprendre ce qui est important pour les autres. Et Gengis Khan, par exemple, que vous avez cité. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir partagé, cher Peter Frankopan, traduit de l'anglais par Guillaume Villeneuve. Les routes de la soie, histoire du cœur du monde. C'est aux éditions Nevikata. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Slimane pour cet entretien.